Et ça y est, nous y voilà pour cette fameuse interview avec Madame Camille Lafay, qui se cache derrière le site internet, qui travaille avec moi et au-delà de ça, qui concourt aujourd'hui en bikini fitness alors que rien lui n'est destiné. Comme quoi il y a un début à tout. Et c'est pour ça que même si ton objectif n'est pas de faire de la compétition, que tu souhaites perdre du poids, te remettre en forme, je pense qu'il y a toujours une leçon à en tirer et surtout de comprendre qu'il n'y a pas besoin de tout sacrifier pour atteindre ses objectifs et c'est un peu le sujet qu'on va aborder. Mes championnes, vous nous avez posé quelques questions, je vais répondre. Camille, quels étaient tes objectifs initiaux avant de commencer la compétition et au-delà de ça, ton accompagnement de manière générale, quoi? Je crois qu'au début, c'était très flou. C'était vraiment aléatoire. C'était me ressentir bien dans mon corps, reprendre le contrôle du physique au final. Avoir une harmonie globalement dans le physique. J'ai toujours fait du sport. Du coup, j'avais des muscles et je partais pas de rien. J'étais pas non plus forcément le fameux skinny fat dont tu parles. Il y avait vraiment de la masse musculaire, mais c'était très déséquilibré et moi, j'étais pas forcément à l'aise dans ce corps. C'était pas ce que je voulais en tout cas. D'accord. Et tu avais déjà fait quelque chose dans le but de changer ton apparence corporelle ou généralement le sport que tu faisais, c'était pour te dépenser, pour ta santé? Enfin, c'est quoi ton rapport avec le sport? Le sport, ça a toujours été quelque chose de super important dans notre vie. Je fais de l'équitation, du volley, de l'escalade, de la natation, enfin je fais plein de choses comme ça, du cirque aussi. Et puis à un moment, j'ai complètement arrêté le sport quand je suis entrée dans les études supérieures. Juste avant le Covid, j'ai décidé d'aller à la salle de sport parce que j'avais pris quand même pas mal de poids. Je pense qu'à ce moment-là, je suis passée de 62 kg à 70 quand même. Donc j'avais pris... Pendant le Covid a joué à juste ça avant, les 2 ans avant en fait. Et juste avant le Covid, je venais de prendre la décision avec une amie d'aller à la salle de sport. Alors, on avait prévu de faire du vélo elliptique et du tapis de course. Hein, donc, pour maigrir, genre... Ouais, genre vraiment pas trop la muscu en elle-même. Mais du coup, il y a eu le Covid et on l'a pas fait. Et moi, du coup, j'ai commencé pendant le Covid à faire courir, faire un peu des exos à la maison, mais sans poids, un peu plus en mode pilates, etc. Yoga. D'accord. Comment t'es arrivé là-dedans? Je pense que c'est YouTube, les réseaux, ce genre de choses en fait. Je regardais sur les réseaux et tout des filles qui faisaient du coup qui avaient des physiques en plus de mannequins au final. Moi je focusais beaucoup genre les cuisses très fines, j'ai des biceps. Ah il fallait pas que ça se touche à l'intérieur. Ok ouais. En fait vraiment le physique des réseaux sociaux tu vois, vraiment le physique des mannequins des réseaux sociaux. Maigre mais pas non plus très ferme. Et tu voyais un peu leurs séances d'entraînement et tout et c'était en mode je fais des thrusts à vide ou des trucs comme ça. Alors, du coup, pour moi, pas te body, pour pas te prendre de volume, c'est ça? C'est comme ça que j'ai commencé à voir ces exercices et à voir ces choses et que j'ai commencé à voir la muscu et qu'on pouvait façonner un peu son corps. Mais moi, quand je suis allée à la salle, j'ai pas du tout ça que j'ai fait, j'osais pas du tout. J'ai encore cette photo que je retrouve. J'ai enfin osé bouger un banc à la salle. C'est-à-dire qu'au début, j'osais pas bouger les bancs dans la salle. Pour les mettre sous la Smith ou des trucs comme ça, s'il y avait pas de banc sous la Smith, je faisais pas mes exercices. Parce que tu te sentais pas légitime? Je n'osais pas, il y avait ce côté, t'es une femme à la salle et du coup, tu peux pas porter lourd ou genre le coin des haltères c'est le coin des mecs, toi ta place c'est au tapis. J'avais vraiment cet a priori là. J'ai vraiment eu cette grosse phase. C'est en sortant du Covid en fait, t'avais des rendez-vous. Oui. Tu devais choisir tes créneaux et du coup, moi je déteste être en retard à un rendez-vous, donc j'y allais. Mais c'est vrai que du coup, je faisais 1 heure parce qu'on devait choisir un temps. Parce que c'était un slot d'1 heure, ouais. Et tu prenais 1 heure et je faisais souvent 1 heure de tapis où je faisais quelques machines mais vraiment aléatoires et les poids et je suivais rien et genre juste je faisais. D'accord. Mais ça, c'est comme ça que je suis rentrée dans la muscu. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai un peu arrêté. J'ai un peu repris, enfin, c'était un peu en mode en fonction des moments, tu vois. Parce que la vie a repris son cours après le Covid, genre. J'étais pas très assidue. Avec le Covid, j'ai travaillé en EHPAD et du coup, j'avais plus trop le temps d'aller à la salle. J'ai pas forcément. Puis il y avait le côté financier aussi, je pense, ça coûtait un peu cher. Mine de rien, j'étais étudiante à ce moment-là. J'ai fait une grosse partie à un moment à la maison. J'avais des haltères, j'avais acheté des haltères, j'avais acheté des poids. Régulièrement, j'allais racheter des poids parce que j'avais pas assez de poids pour pouvoir monter les charges. Tu avais acheté quoi? Des poids variables, genre tu peux incrémenter ou des charges, des haltères? Non, c'était de 1 kg, 2 kg. Les haltères, c'était chez Decathlon, là, les haltères où tu as les disques en fonte. Tu pouvais composer. Je pouvais moi-même composer voilà, sur les haltères. Ça championne, c'est vraiment le meilleur truc que tu puisses acheter parce que l'avantage, c'est que tu ne te retrouves pas avec un haltère de 1 kg, puis 2, puis 4 et après tu peux plus rien en faire. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse raconter un peu notre rencontre. Comment on s'est rencontrés et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à vouloir commencer avec moi du coup? On s'est rencontrés grâce à Geoffrey. On a commencé à bosser ensemble. En fait, j'ai commencé à bosser sur ton application parce qu'au fond, je te connaissais pas toi et pas trop tes contenus. Au début, moi, j'étais vraiment juste le site et l'application. Et de fil en aiguille, à devoir designer les interfaces, en fait, j'ai vraiment été dedans et j'ai commencé à utiliser l'application au début sans but. J'ai commencé à compter mes calories parce que Geoffrey comptait ses calories. On est allé en Norvège. Et du coup, le fait de lui, il comptait tout le temps et du coup, je me suis mise à compter. À ce moment-là, on faisait aussi beaucoup les recettes du site.
Alors, Oui. nous, on n'avait aucun objectif, juste on comptait. C'était de Calories. conscientiser peut-être ce que vous mangez? Je sais pas, tu vois, c'était ni de la maintenance, ni on savait pas trop, juste on se disait, on veut manger tant. C'était 2100 cales qu'on mangeait. En moyenne? En moyenne par jour. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir peser tes aliments et traquer tes calories alors qu'au début tu voyais Geoffrey le faire et tu comprenais pas? Je pense qu'on a eu une discussion à un moment quelque part qui m'a peut-être fait réaliser que tu dois peser. Mais au début, c'était peut-être pas aussi ancré dans ma tête parce que je me rappelle très bien de quand est-ce que j'écoutais ta formation de nutrition et quand est-ce que je me suis dit ok, à partir d'aujourd'hui, je serai vraiment investi dedans et je ferai vraiment gaffe à ce que je mange. Et c'était bien plus tard, c'était 5 mois plus tard. Ça rejoint un peu ton esprit cartésien quelque part parce que tu as fait des études en informatique, le fait d'avoir des données un peu sur ce que tu manges. C'est plus le truc abstrait de. J'ai toujours beaucoup kiffé avoir des données sur moi. Et comment tu réagis face à la donnée? Comment Pas forcément. À ce moment-là, je crois, tu te juges pas, tu te dis pas c'est trop, c'est pas assez. Genre, tu le vis comme tu le vis. C'est juste de la donnée et c'est comme ça, juste voilà. Et tu vois, ça c'est quelque chose que je te recommande en tout cas. Si tu n'as jamais pesé tes aliments, suivi tes macronutriments, il ne faut pas le voir comme une corvée ou quelque chose de rigide. Souvent, on y va avec un objectif en disant je dois manger tant de calories. Mais pour quelqu'un qui se lance là-dedans, je pense que la façon la plus intelligente de le faire, c'est déjà d'intellectualiser ce que tu fais et de récolter juste de la donnée. Ok, j'ai un problème de poids, combien de calories je mange? Sans se juger, genre combien de calories je mange, ou j'arrive pas à muscler, ou j'arrive pas à prendre de poids, combien je mange, combien de grammes de protéines je consomme, le faire pendant 1, 2, 3 semaines sans changer quelque chose, et au moins ça te donne suffisamment de recul pour prendre des décisions. Ok, je mange trop, comment je peux réduire? Je mange pas assez, comment je peux augmenter? Et c'est beaucoup plus rationnel de le faire comme ça plutôt que d'appliquer un protocole ou de manger sans réfléchir en espérant que ça se passe parce que c'est j'espère que et au final je sais pas où je vais quoi. Et tu te pesais avant? Non, pas du tout. Pas du tout? Je me pesais pas. Avant c'était plus Geoffrey qui comptait ses cales, qui comptait tout ce qu'il mangeait, qui se pesait peut-être pas tous les jours mais il se pesait très régulièrement. Régulièrement ouais, pour voir la tendance? Oui, pas du tout, je pesais pas du tout. Et à quel moment tu as eu envie qu'on bosse ensemble du coup? Ça t'a fait le déclic? Au fur et à mesure, à force des contenus et tout. Et en fait, il y a un moment où j'ai vu ça comme pas la solution, mais je me suis dit, en fait, moi, j'y arrive pas forcément. Il y a eu un moment où j'ai refait beaucoup de sport et je faisais pas du tout attention à ce que je mangeais. Ça, c'était au retour de Norvège. J'ai perdu beaucoup de poids vite, mais ça s'est fait tout seul au final. Juste, je faisais un peu plus attention à ce que je mangeais. J'ai voir un nutritionniste, on m'a conseillé. Et en fait, en rentrant de Norvège? À ce moment-là, à peu près. Donc il y a quoi, il y a 2 ans? À peu près, il y a 2 ans. Il voulait pas des grammages parce que je pense qu'il travaillait avec des personnes qui ont des troubles du comportement. Il voulait pas des grammages, il me demandait des moitiés d'assiette ou des trucs comme ça. Il a juste voulu vérifier que je mangeais assez et il a estimé que je mangeais assez en termes de calories. Ok. Et du coup, on n'est pas allé forcément plus loin. Et après, je me suis dit, avoir un vrai suivi, ça peut être cool. Et au début, il n'y avait pas du tout d'idée de compétition, etc. Juste, on avait parlé ensemble des physiques un peu idéaux. Et... Ça, c'est important parce que souvent, en fait, quand on se lance dans un objectif de transformation physique, il faut être capable de visualiser un peu ce qu'on veut. Parce qu'être musclé, trop musclé, pas assez musclé. C'est toi qui l'as verbalisé, qui m'a dit là, tu vois, ce qui est bien, c'est qu'elle a un physique, il y a le haut du corps et le bas du corps et c'est harmonieux. J'avais les cuisses et c'est tout. Donc entre le muscle et plus les graisses qui sont à cet endroit-là, je suppose que ça aidait pas en plus et il n'y avait aucun équilibre. Mais, tu complexais dans ton corps? Ça t'impactait ou voilà, c'était là, ça me... En vrai, je complexais pas mal et moi j'avais ce truc où on me disait mais arrête, t'es pas grosse ou... En fait, t'as pas de poids à perdre, qu'est-ce que tu veux? T'as pas besoin d'être gros pour être pas bien dans ton corps. Et ça, c'est dur à comprendre. Ouais, pour les gens, ouais. Puis même pour soi, c'est vrai que du coup quand on est toujours... Tu te sens illégitime un peu? Ouais, c'est ça, t'es invalidé à chaque fois de mais non, mais t'as pas de problème, ton corps il est incroyable. C'est pas vraiment un problème de poids, c'est un problème de composition. C'est quand t'es nu en fait. Et comme les gens te voient pas nu, ou peut-être vite fait à la plage, et c'est tes proches qui ont de l'affect souvent pour toi, ils te le voient, ils t'idéalisent, mais toi, par rapport à l'image que tu aimerais, t'as pas ce que tu veux. Je crois qu'on n'a jamais trop ce qu'on veut comme corps au final. Hein. Et comment t'évolues du coup quand tu commences à t'entraîner, quand tu commences à optimiser ta nutrition, qu'est-ce qui se passe? J'avais utilisé l'outil sur On avait utilisé l'outil, on avait mis un léger déficit calorique comme je te l'apprends dans la formation en fait. Donc là j'avais regardé la formation nutrition, je savais comment m'alimenter, j'avais un programme que tu m'avais fait, j'utilisais l'application, je faisais mes entraînements, je faisais 3 entraînements par semaine à la maison puis à la salle. Je pense que c'est le premier truc que j'ai senti, je me sentis plus forte et dynamique. Dans le sens où le fait d'aller à la salle et tout, et d'avoir ce contrôle, ça m'a vraiment un peu galvanisée et je me sentais mieux et en contrôle de ma vie. C'est comme ça que j'aurais... Tu as l'impression que tu sais où tu vas, tu es moins dans le flou. Mais juste, tu as l'impression d'avancer, je veux me transformer. Je t'avais donné mes objectifs et ce que j'aimais bien, mais je sais pas, comme si j'avais tracé une ligne droite pour y aller. Juste, au jour le jour, je faisais mes séances, je comptais ce que je mangeais.
Je m'amusais avec la nourriture, les recettes du site là-dessus, je pense au début ça m'a bien aidé. C'est assez fun. Je cuisinais pas forcément avant, je veux dire, moi j'étais vraiment pâte gruyère crème sans légumes surtout. Ah ouais, vraiment. Mon Dieu, l'étudiante de base, genre c'est clair. Alors pourtant chez moi on a toujours mangé des plats un peu sophistiqués, tu vois. Mais à la maison, en mais famille, à la forcément, maison, et quand tu es famille. toute seule Et pour toi. c'est vraiment ce sentiment de prise de contrôle dans un premier temps. Et puis après, j'ai commencé à vraiment aimer aller à la salle parce que c'était agréable de se voir performer, de repousser tes limites, de prendre confiance en toi. Aujourd'hui, j'ai porté plus lourd qu'hier au Romanian, comme ça. Ça, c'est la magie des données en vrai, parce que tu peux te comparer. Alors que quand tu vas un peu de façon aléatoire ou quand tu t'entraînes de façon aléatoire, tu sais pas si par exemple tu faisais du vélo elliptique, est-ce que je vais plus vite, est-ce que je brûle plus de calories ou est-ce qu'il y a une augmentation? J'allais toujours à la salle le matin. Je passais de 3 à 5 séances par semaine parce que j'avais pas envie de devoir choisir les jours où j'y allais. Du coup, j'y allais tous les jours Dans ta semaine. semaine. C'était facile. C'était tous les très matins. Avant d'aller en cours, j'allais à la salle. Et en fait, quand j'arrivais en cours, je commençais les cours à 9h. Et j'avais l'impression d'avoir déjà fait tellement Toute de la trucs, journée c'était était trop finie. cool. Ouais. J'ai commencé à trouver des vêtements dans lesquels je me sentais bien aussi. Et puis ça a été un peu étape par étape. Et j'ai vraiment commencé à aimer en fait le processus aussi. Et qu'est-ce qui a changé dans ta façon de te nourrir, déjà principalement? Cette notion de protéines qui est toujours présente. Comment tu faisais pour équilibrer ton poids justement? Avant, quand je vivais chez mes parents, c'était via l'alimentation et je m'en suis rendu compte du coup après, notamment vis-à-vis des fibres. Comme je disais, je mangeais des pâtes et pas de légumes, donc j'avais pas d'apport de fibres quand j'ai commencé à vivre toute seule. J'ai eu des parents qui ont fait très attention à nous. Tu avais une bonne base. Le repas était toujours très équilibré. Je l'ai perdu quand j'étais toute seule. J'ai pris du poids directement. Bien sûr, tu changes cet équilibre. J'ai pris conscience du coup de ça, de la prise de poids et que c'était juste dans le corps, c'était pas agréable. Le manquer de fibres, c'est pas du tout quelque chose de bénéfique pour plein de raisons. Bien sûr. Je pense que j'avais pas mal de carences aussi, j'étais plus fatiguée, plus faible et où ça s'est un peu entre guillemets remis en place. J'ai retrouvé un poids de forme et en plus en faisant du sport, forcément ça ferme, le corps devient Le plus corps ferme. se transforme littéralement. Ouais. Et au niveau de ton entraînement, genre qu'est-ce qui a changé? Genre qu'est-ce que tu as appris? À faire des exercices qui comptent. Le fait d'avoir un programme t'a permis de te sentir plus légitime et plus à l'aise ou t'as mis un temps avant de te sentir à l'aise en salle? Je pense que j'ai quand même mis un temps. Au début, j'étais discrète, tu vois, à la salle. Je pense que maintenant, je prends peut-être un peu plus de place à la salle. Genre, j'ai confiance en ce que je fais et en mon programme. Et au tout début, quand j'avais pas de programme, j'avais ce truc de... Je savais pas quoi faire en fait. C'était très aléatoire. Le nombre de séries, le nombre de reps. Déjà, j'avais un truc aussi, je faisais un nombre de reps fixe. Genre, je faisais 12, Ah, c'est vrai? 100 et Parce que c'était 12, donc que tu atteins l'échec musculaire ou pas, tu t'arrêtes. C'est ça. Et du coup, ça déjà, ça a changé. En fait, j'ai appris à m'entraîner. J'ai découvert des exercices. Je pense que j'ai appris à ressentir. Je pense que le programme m'a vraiment permis d'avoir un guide, une structure au final. Et puis, en fait, quand on commence à voir les résultats, ça devient plus facile. En fait, on comprend pourquoi on le fait. Tu rentres dans un cercle vertueux parce que tu te sens aussi en confiance et tu te dis, ok, je fais quelque chose de correct, quoi. Il y a énormément de gens qui s'entraînent pendant des années, qui ont des physiques qui restent assez corrects aussi, mais c'est juste qu'ils font ça depuis tellement d'années que ça reste plutôt ok. Mais au final, ils s'entraînent pas correctement, ils font les choses de façon aléatoire et ça, moi je le vois en tant que coach régulièrement, mais en salle de sport, ça se confirme aussi, quoi. C'est pour ça qu'avoir un cadre, je pense que ça aide beaucoup. Tu comprends comment construire un programme, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins. Le fait tout ce côté théorique qui est super important et pratique aussi parce qu'il faut savoir bien exécuter les mouvements pour ne pas se blesser. J'ai fait beaucoup de tendinite juste parce que je me mettais dans des mauvaises positions. J'ai beaucoup moins de problèmes physiques, c'est incroyable. Les genoux, j'ai fait des tendinites pendant tout le lycée et mon médecin m'avait dit faut muscler les cuisses. Et en plus de ça, le fait d'optimiser ta nutrition, c'est-à-dire que si tu fais du sport et que tu crées des lésions, parce que ça crée dans tous les cas des lésions dans le but de se renforcer, mais si on n'apporte pas la brique constituante qui permet le renforcement, ça aide pas. Alors que quand tu te concentres sur un truc où tu dis j'arrête le sucre, mais tu fais pas de sport nécessairement, tu veilles pas à avoir suffisamment un équilibre en fait, c'est tout. Et plutôt que de chercher le truc radical parfait, c'est se concentrer sur le global quoi, et le mode de vie que tu optimises. C'est la nutrition va avec le sport et les deux se sont emmenés. Il y a eu un moment où j'ai compris qu'il fallait, c'était bien s'entraîner, mais il fallait aussi aller sur la nutrition pour que ça marche. Et tout seul, ça fait quand même beaucoup d'informations à trouver et sur Internet, t'as tout et n'importe quoi. Donc c'est là où le coach a vraiment une plus-value, selon moi. Et à quel moment tu as commencé à ressentir les premiers résultats? Et c'était quoi finalement comme résultat? Je pense que c'était surtout psychologique, moi, mes premiers résultats. Okay. Le fait d'être... oui, ça allait dans le corps aussi. Mais psychologiquement, vraiment ce côté, je prends soin de moi déjà, premièrement, et ça allait avec d'autres trucs, donc comme je disais, les vêtements tout à l'heure, se faire plaisir au final sur ce que tu manges. Tu peux avoir le corps que je veux
en mangeant quand même des trucs fun et en ayant des moments où on va au resto. Donc en vrai, ça passe très bien. Et ça a été cette globalité au final que je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué que ce que je pensais. T'as pas eu l'impression de devoir faire des trucs extrêmes, t'entraîner pendant des heures ou manger des trucs dégueulasses pour... Pas être obligée d'être dans une grotte où je pouvais quand même sortir avec mes potes. Les premiers résultats, si ça avait quand même été physique, quand tu commences en fait au bout d'un moment et un jour tu te regardes dans le miroir et tu vois quelque chose que t'aimes bien, tu vois. Là tu fais ok, c'est cool et là tu veux continuer. Donc ouais, je dirais physique et psychologique les premiers effets. Ok. Ouais. Et à quel moment tu décides d'aller faire une compète? Genre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'amène à ok, bah, je me sens bien, je peux m'habiller comme je veux et bah, vas-y, j'ai envie de faire une compétition. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah alors déjà, Maëlle a fait sa compétition. Donc déjà, j'ai appris que ça existait. Ah ouais, c'est vrai? Ok. Il y a eu ce truc de c'est bête, mais c'est accessible en fait. Je pourrais techniquement en faire une. En plus, vous en avez parlé tous les deux, vous me disiez tu ne veux pas faire une compète. Au début, je disais non. Et je pense qu'au fond, parce que je pensais... Tu te sentais pas capable? C'est ça, j'avais ce truc de me dire, je pense que je pourrais pas... Est-ce que je vais être capable de faire les sacrifices qu'il faut faire pour faire ça? Genre me pousser à ce bout-là. Est-ce que je vais pas avoir envie de renoncer à un moment dans le chemin? Comme je disais, je me mets pas beaucoup d'objectifs dans la vie et je pense que c'est aussi c'est ce lien... Par peur quoi, d'échouer? Ouais, peur... j'ai une grosse peur de l'échec. Ouais. De manière générale. J'ai participé après à une conférence d'un blessé de guerre qui a perdu ischio et fessier parce qu'un char a explosé sous lui. Et lui, il disait que ce jour-là, il a appris que, en gros, on n'avait qu'une vie et qu'il fallait se mettre des challenges et des objectifs et des choses comme ça pour vivre. Il avait fait plein de compétitions sportives, etc. Et je suis sortie de là et je crois que je t'ai envoyé un message. J'ai rien, mais en fait, je veux faire une compète, je veux un objectif, je veux que... Plus concret, tu avais besoin de concret pour tenir dans le temps et donner le sens de tes prises de décision. C'est ça, genre il y a un moment où j'allais à la salle du coup 5 fois par semaine à ce moment-là, je comptais tout ce que je mangeais. Ça reste c'est pas un sacrifice, mais ça reste du temps et de l'investissement, tu vois. Et j'avais envie qu'il y ait une nouvelle raison à ça. En sachant que ton corps était déjà mieux, tu voyais que tu te raffermissais de plus en plus. J'aimais bien mon physique et tout, donc c'était vraiment ce truc de allez, on fait une compète. Et ça mettait des objectifs et ça allait me faire des choses qui étaient différentes et ça allait me faire changer aussi. Tu vois, je savais qu'il y a un moment j'allais être en sèche. J'ai bien kiffé, mais je préfère la prise de masse. Et du coup, par rapport à ça, souvent on va se dire qu'est-ce qui a vraiment changé entre un objectif classique, c'est-à-dire je veux être en forme, et un objectif compétition. En fait, de façon réaliste, au niveau de l'entraînement, il n'y a rien qui change. En fait. Ouais. Souvent, on a l'impression qu'une compétitrice va devoir faire plus de sacrifices ou manger des trucs encore plus bizarres à des heures vraiment bizarres ou prendre une panoplie de compléments alimentaires. Je pense que ça existe dans le milieu du fitness, évidemment, on peut regarder ça et c'est souvent ce qui est montré. Pas nécessaire. Mais c'est pas nécessaire. Ouais. Je m'entraîne 5 fois par semaine, 5-6 même maintenant, mais parce que j'aime ça. Pour l'objectif de compétition, je pense que c'est au niveau de la nutrition du coup, puisqu'il y a un moment, il y a le physique qu'il faut sécher, construire. En fait. Ouais. Il faut pouvoir montrer les muscles, etc. Et il faut sécher. Et il y a une échéance. Et il y a aussi une échéance, donc on a moins de flexibilité à un moment donné. Tu peux pas faire n'importe quoi non plus. Quoi. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est la seule différence. Parce que là, la stratégie, c'était déjà de faire une recomposition corporelle à la base. Tu avais du gras, tu manquais de masse musculaire, tu as été très sportive. Et du coup, comme tu n'as pas optimisé ta nutrition, tu n'as pas pu percevoir ses bénéfices. Mais quelque part, tu avais quand même malgré tout construit des cellules, quelque part. Tu vois, il y avait quand même un minimum de masse musculaire qui était là. Là, le but, c'était de t'aider à construire et récupérer ça. Ensuite, forcément, tu étais suffisamment sèche et on se fixe un objectif de compétition. Ben là, on se dit, on a tout à construire et on a une deadline. Il faut que tu sois prête. C'était dans 1 an et demi, en gros, quoi. Oui, c'est ça. Même un peu moins, 1 an et 1 mois, au final. 1 an et 1 mois août, et la compétition était en septembre. Ouais, donc on avait 1 an et 1 mois. On avait 13 mois pour le faire. Et là, tu te dis, il y a tout à construire. Et il faut que tu sois prête, c'est-à-dire qu'il faut construire, donc partir sur un surplus calorique sans faire de toi un tonneau. On a quand même bien poussé la prise de masse musculaire au final. Août, j'étais en sèche jusque-là. J'avais été en sèche. Non, tu m'avais mis en prise de masse quand je n'étais venue vous voir à la réunion. Oui. C'est là qu'on avait commencé. Et après, t'es passé de combien à combien? Quand on a commencé ensemble, j'étais à 64 kilos et je mangeais 2100 calories du coup. Après, je suis descendue à 1007 quand on a commencé tous les deux à vraiment travailler ensemble. Et j'ai pas perdu tant que ça au final, parce que je suis arrivée à 62,5. Ouais, parce que tu prenais de la masse musculaire en parallèle. C'est ça qui était là où le poids, en fait, quand on regarde le poids, la différence n'est pas énorme. Mais physiquement, ça n'avait rien à voir. Même si le poids n'était pas si différent. Et du coup, après 2005, 2002, tu m'as monté les calories. Parce qu'il faut faire des ajustements. En fait, la magie du coaching, c'est qu'il faut toujours se dire que les calories qu'on attribue,
c'est basé sur rien. C'est-à-dire qu'on se base d'un algorithme, on se fait une idée, et en fonction des résultats, on ajuste. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas suffisamment par rapport… Moi, je ne voulais pas que tu prennes plus de 1% de ton poids du corps par semaine. C'était l'objectif que je m'étais fixé par rapport à ton niveau d'entraînement, la façon dont tu avais tendance à prendre ou pas de la graisse, ta progression à l'entraînement. Donc, je m'étais fixé ça en mode, je ne vise pas 1% obligatoirement, je vais vers, mais je ne veux pas non plus que ça dépasse. Et donc, ça allait. Des fois, on stagnait un peu, donc je remontais un peu les calories. Ça dépendait de ton niveau d'activité aussi. Et après, une fois qu'on arrive au moment où tu as trop de gras et on regarde l'échéance aussi sur le calendrier, il faut partir dans l'autre sens. Et c'est là où on a déclenché quand la sèche finalement. La sèche, tu as commencé à me faire sécher en mars 2024, donc 6 mois avant la compète. Ouais. Tu m'avais fait baisser, tu m'avais mis à 1675 calories, sachant que ça c'est important, mais moi je suis très haut en maintenance quand même. Maintenance, elle était aux alentours des 2003. 2004. Ouais, ça à 2003, je restais à mes calories, je restais à mon poids, on va dire. Ouais. Et parce que je fais beaucoup de dépenses, au final, j'ai un tapis de marche pour les tips. Mais ça, c'est un vrai tip, ça. À quel moment tu l'as acheté? Début 2024, à peu près. Et du coup, bureau debout. Ça, déjà, ça a été première step. J'ai acheté un bureau debout. Première step, c'est un bureau debout. Ça, on l'a acheté quand on est arrivé, donc octobre-novembre 2024. Et après, je commençais à marcher à la salle, etc. Et en fait, le problème, c'est que ça prend du temps. Ouais, de faire du tapis à la salle, tu fais le hamster. C'est horrible. Ça, je regardais des vidéos, je regardais des contenus, un peu j'apprenais, je regardais des formations, des trucs comme ça. Mais j'avais vraiment cette frustration de me dire, c'est long en fait. Je suis dans une salle quand même. Et du coup, j'ai acheté un tapis pour mettre sous mon bureau debout. Et du coup, je bossais en marchant. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment incroyable. Au début, c'est quand même un truc à prendre parce que tu as ce moment où le cerveau, il n'est pas trop habitué à faire les deux en même temps. Vraiment l'impression d'être au ralenti au niveau du cerveau, où tu marches très lentement les deux. Et en fait, avec le temps, c'est vraiment une habitude qui se prend. Et sur la fin de la prépa, je pense que je marchais 2-3 heures par jour quand même. Donc je faisais facilement, je pense que je faisais 15 000 pas minimum. Comment tu t'organisais pour ça? Genre sur quelle tâche? Parce que, alors il faut savoir que Camille, c'est la reine de la productivité, genre incontestée pour sûr. Mais ça on va dire que beaucoup, en tout cas. Elle est psychorigide sur certains points. Je ne vais pas vous montrer mon calendrier. Du coup, en fait, déjà, j'avais un premier truc, c'était que tous les soirs, nous on a des bureaux du coup qui sont debout mais qui se descendent. Oui, ça c'est intelligent, tu peux t'asseoir aussi. Hein. Et en fait, tous les soirs, je remettais mon bureau en position. Ah, sérieux? Ok. Et je mettais mon tapis sur mon bureau. Donc en gros, quand je me levais le matin, c'était plus simple de marcher que de ne pas marcher. Et ça, j'ai vraiment senti la différence sur les jours où c'était plus compliqué, où j'avais la flemme de le faire la veille. Je faisais pas mes pas, hein. C'est pas compliqué, les calculs sont simples. Donc en fait, je faisais ça et du coup, quand je commençais ma journée, et sur n'importe quel type de tâche. Donc moi, je fais du design, de la gestion de projet, etc. Mais le matin, je regarde pas mes mails, etc. Donc en fait, moi, je le faisais vraiment, même en même temps que je fais mes designs. Une tâche de réflexion, genre tu… Même sur des tâches de réflexion. Okay. Et d'ailleurs, j'ai remarqué une corrélation des fois entre… genre quand je me sens un peu fatiguée, un peu molle, moi, etc., le fait de mettre mon tapis à une vitesse un peu trop rapide, entre guillemets, par rapport à ce que je ferais d'habitude. Moi, je marche à 3,5 par défaut. Des fois, je le mettais à 5 et en fait, ça m'active le cerveau. Je sais pas comment dire. Ok. Comment exprimer ça autrement, mais juste le fait de marcher vite, ça met le corps dans une dynamique de réflexion, de plus speed, entre guillemets, et du coup, ça me permettait de me mettre au travail et ça augmentait mon niveau de focus et d'énergie de manière générale. Et du coup, tu faisais les 3 heures d'un coup ça m'arrivait de remettre le tapis le soir, quand je devais le soir ou quoi, ou quand des fois, je me ressentais dans la journée les niveaux d'énergie un peu plus bas ou quoi, de remettre le tapis. C'était plus compliqué quand il a commencé à faire chaud quand même. Ah, l'été, ouais. Mais c'est vrai que moi j'avais ce truc de me dire, après des fois je l'arrêtais et je restais juste debout, ce qui est bien aussi, tu vois. Mais c'est vrai qu'avec le temps, j'ai vraiment senti ce besoin des fois quand on faisait des réunions avec Geoffrey ou avec Paul, du coup, de réflexion, où vraiment je lève le bureau et on commence à marcher en rond dans la pièce et tout. Ça active vraiment. Ça active vraiment, ça te permet de mieux te concentrer, ça te permet d'être plus efficace parce que ce mouvement-là est trop nécessaire. Tu es plus focus alors que quand tu es dans un mode repos, tu es en mouvement. Tu es léthargique. Ouais, c'est ça. Le corps, de manière générale, on parle de globalité. Le corps, de manière générale, si tu le mets en mouvement, il est en mouvement. Donc ça marche dans le cerveau aussi. Bien sûr. Et au contrario, le fait d'être assis et tout ça, forcément, le cerveau, il est moins activé et c'est moins en ébullition, entre guillemets. Bien sûr. Et du coup, tu n'as pas eu l'impression de devoir te forcer, te contraindre à le faire ou des fois, tu as dû te bouger quand même? Il y a eu des jours où oui, mais en fait, il y a cette satisfaction de voir que tu as fait tes pas. Et puis, je veux dire, 10 000, c'est reconnu que c'est le minimum pour être en bonne santé. J'étais quelqu'un qui était très, très sédentaire. L'informatique veut, entre guillemets, ça. C'est ça le truc, c'est que les gens, là, on va pouvoir se dire,
mais pourquoi tu sors pas dehors pour bouger? Tu es en pleine nature, tu habites tu vois, dans une région. À la montagne, j'habite en Savoie, pour celles qui sont pas loin, mais c'est sûr que c'est juste, après c'est une question de temps aussi. Je sais que c'est une question qu'on nous a posée par rapport à la gestion par rapport au travail. Mais et au reste de la vie, entre guillemets. Bien sûr, ta vie. Moi, j'avais eu beaucoup de travail sur la fin de la prépa et en fait, j'arrivais pas à me prendre ce temps. On était en déplacement et je faisais le BEPA à la salle. C'est vraiment compliqué de se dire, vas-y, je vais prendre 2 heures et je vais le faire. Alors que en travaillant, en fait, tu penses même plus. Tu optimises en fait. Je pense pas que tu marches. En fait, c'est con, mais tu penses plus. Au bout d'un moment, ça devient facile et ça devient une habitude. Et le fait de se dire que c'est agréable pour le corps et tout ça, au fond, tu te forces, mais de la même manière que tu te forces à aller travailler pour certains, de la manière qu'on se force à boire de l'eau pour d'autres. Oui, c'est des trucs qu'on sait que c'est important pour notre santé et on les fait. Il faut le faire, ouais. Et marcher, c'est aussi important que plein d'autres choses, que bien manger, que boire, et ça active. Et au bout d'un moment, en vrai, c'est difficile de s'y mettre. Je pense que c'est comme les séances de sport, parfois c'est difficile de s'y mettre, mais au final, quand c'est fini, c'est toujours agréable. Donc on oublie que c'est souvent ça en fait qui fait que c'est bien. Même les sportifs de manière générale, je sais pas, moi je me considère jamais trop comme un sportif. Enfin, je le fais par habitude, donc je suis sportif parce que j'ai l'habitude de faire du sport. Okay, ouais. Mais souvent on a l'impression de se dire que les gens aiment ça. Mais à chaque fois que j'ai parlé avec des gens, t'aimes surtout l'après en fait, ce que ça te procure, genre le fait de te sentir bien dans ta peau, le fait de te sentir plus fort ou plus forte, le fait de l'avoir fait. Ça nourrit quelque chose. Sur le coup, la brûlure n'est pas forcément agréable. C'est jamais trop agréable en vrai. Genre. Même quelqu'un qui va courir un marathon, je pense que tu te prépares, vas vers l'objectif, après tu le fais, et quand tu l'as fait, tu te dis putain, je l'ai fait quoi. Tu vois. C'est vraiment le truc. Alors que sinon, tu subis juste le truc pendant que tu le fais quoi. Genre, mais là, tu parles d'un marathon, ça c'est un énorme objectif, mais juste faire tes 10 000 pas tous les jours, c'est aussi. Après, tu es content et pourtant, c'est facile, entre guillemets, on s'entend, mais. 10 000 pas, même pour quelqu'un qui travaille dans un bureau comme ça. Ça fait quelque chose de très puissant et ça, c'est vraiment la chose à faire. C'est change ton environnement et ton environnement te changera. Donc en fait, tu crées un environnement propice au fait de pouvoir marcher quoi. C'est le bureau, il est là, bah c'est normal, je sais pas à aller chercher le bureau, le porter, le monter, le construire, truc de ouf quoi. Genre là, tu es obligé de dealer avec toi-même plus alors que le soir, tu fais le rituel, tu prépares ton setup, le lendemain matin, c'est normal, c'est là et tu fais et tu es lancé en fait. C'est comme quand tu as du mal à faire du sport, bah, tu sors ton matériel de sport, tu sors ta tenue de sport ou tu la mets dans ton coffre de ta voiture pour pas l'oublier. Genre c'est déjà prêt en fait. Ou tu fais ça pour ta semaine, tu te prépares des petits sacs, des petits pochons et c'est fait quoi. Sur la fin de la prépa, je faisais ça aussi. Qu'est-ce que tu faisais du coup? Les 1000 bah, je faisais sur la fin de la prépa et les petites habitudes. Il y avait les chaussures de posing parce que je faisais du posing après chaque séance, donc 6 fois par semaine. Au moins un quart d'heure. Et du coup, quand j'arrivais à la salle, pour être sûre de faire mon posing en repartant, je sortais mes chaussures de mon sac. Du coup, elles étaient déjà sorties. Si je voulais pas faire mon posing, il fallait que je range mes chaussures avant de pouvoir partir de la salle. Donc, ouais, le posing, il y avait les pas, du coup, on en a parlé. Les meal prep, parce que mine de rien, ça permettait de faire les courses plus efficacement déjà, parce que tu n'es pas à traîner dans les rayons à pas savoir. Acheter des merdes. Ah vrai? J'ai jamais acheté des merdes pendant mes courses du coup, parce que je faisais mes meal prep. Les merdes, j'allais les acheter volontairement. J'allais aux courses pour ça. Mais non! Raconte, t'as craqué sur quoi Camille? Tu peux tout dire maintenant, la compète est passée. Il y a ce truc de non mais en vrai je peux manger la moitié du pot de glace. Non, c'est pas possible, je bouffe le pot entier. C'est quoi, t'as eu des excès de confiance, tu veux dire? Ouais, j'ai des excès de confiance en moi des fois, je dois l'avouer. Je me suis dit non mais je peux, je mangerai les bonbons 10 grammes par 10 grammes. Mais ça rentrait dans les cases juste après, c'est super faussant pour tout le reste. Voilà, t'es obligé de faire des sacrées concessions, c'est clair que t'as tapé 300 surtout calories. pour avoir des protes. T'es gentil, un paquet de dragibus ça peut taper 700 hein. Ah oui, t'achetais pas le petit paquet. Ah non, moi j'ai acheté les paquets de 130 grammes. Normal. Classique. En vrai, c'est les plus petits paquets que tu trouves en France. Ok, il n'y a pas les petits paquets de 30 grammes là, des individus? Ah, il y a Container. Ah, je pensais que c'était un truc contre un paquet Container. de 100 grammes, tu vois, ça m'aurait suffi. Bref, ouais, donc les bonbons, ça a toujours été, c'est un peu mon truc malsain. Après, ouais, les meal prep, ça m'a vachement aidé. Comment tu t'organisais du coup? En général, je prenais le week-end, le dimanche, matin. Moi, je suis une lève tôt de base, donc je me levais tôt. Et au lieu de travailler le dimanche matin, je faisais mon planning de repas pour la semaine et la liste de courses dans la foulée. Et après, j'allais acheter. On faisait les courses, sachant qu'on avait une base. D'une semaine sur l'autre, sur une semaine en général, je mangeais la même chose tous les jours, mais d'une semaine sur l'autre, je changeais parce que j'ai besoin de variété. D'accord, et c'était la même chose ou tu répétais les mêmes plans toutes les 2 semaines ou...
En fait, je cherchais ce qui me convenait le mieux en termes d'heures de repas. Par exemple, pendant un moment, j'avais enlevé le petit-déj et j'ai fini par le réintroduire à la fin parce que j'avais mon truc vers 10h où j'avais très envie de manger un petit-déj. Et je faisais du coup, genre, mais après, toujours en faisant optimiser, tu vois, je faisais pain protéiné Bjork, incroyable ce pain, avec les tranches végétales de Fleury-Michon. Lesquelles tu prenais? Moi, je prenais lentilles corail et pois chiches. J'avais pas, il y en a une autre, c'est haricots blancs, je crois, la dernière. Celle-là, je l'avais pas dans mon magasin, moi. Et la purée de noix de cajou, c'était mon truc. Ça, faut pas tomber dedans, ça tue les calories. C'était mon truc de compète. Mais t'en mets 10 grammes sur, je pouvais ma tranche en deux, je faisais mon petit. Ah, tu faisais 50-50. Bah, ça faisait sucré, salé, enfin ouais, ça faisait les deux, ça faisait comme un plat complet. Et je mangeais ça après avoir fait un bon shot de travail. Je mangeais ça sur les coups des 11h, c'était ma pause du matin en fait. Et du coup, j'avais déjà bossé 6h le matin, parce que je me lève vers 5, donc je faisais 5h, 6h, je bossais à fond, focus et tout. Je faisais ma petite pause. Après, j'avais mon moment d'aller à la salle, etc. Mais et en fait, ouais, j'ai beaucoup cherché dans mon planning de quel était le meilleur pattern de journée pour pas avoir de frustration en termes d'alimentation, tout en ayant de l'énergie et en arrivant à focus sur le travail, etc. Et comment tu organisais ta répartition des calories? Moi, le truc que j'ai tendance à recommander, c'est de manger moins de calories la journée. Je fais exactement ça. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti? Même encore aujourd'hui, je fais ça. Aujourd'hui, en prise de masse. Alors, il y a deux choses que j'aime beaucoup avec le fait de ne pas trop manger dans la journée. C'est l'énergie, parce que du coup, tu n'es pas en train de digérer. Les repas light dans la journée, moi, j'ai toujours... le truc, ça me va bien. Et le soir, je pouvais me faire un bon repas, avoir un dessert, même deux, des fois. Même en surplus calorique, elle en mange deux, des desserts. Même en sèche, j'en mangeais deux. Abusé, quoi. Vraiment, c'était mon truc. C'est quoi tes desserts? Alors, c'était des trucs simples. C'était skir avec soit du beurre de cacahuète, soit des graines de chia. J'aime bien ça. Avec les graines de chia, un peu en mode overnight, j'aime bien. Ou juste avec des fruits congelés et des pépites de chocolat blanc. C'est des petits trucs comme ça. Des pépites de chocolat blanc, stylé. Ça coûte pas si cher. Mais après, ça, j'ai arrêté d'en acheter parce que toujours pareil, du coup. Tu les défonçais? Ouais, par poignée. Par poignée. Frustration au travail. Bah, en fait, moi, mais en fait, c'est très émotionnel, en fait. C'est ça, moi, j'ai vraiment un truc émotionnel. C'est-à-dire que si j'ai une frustration ou s'il y a un truc qui va pas comme je veux, ou ça marche pas, ou j'ai une frustration et j'arrive pas à le résoudre pendant trop longtemps, tu vois. C'est-à-dire que si c'est une frustration et que tu arrives à le résoudre dans les 40 minutes, 1 heure, ça passe. Mais sinon, moi, je vais me taper des trucs dans le frigo. Et ça, du coup, il fallait vraiment. Et tu te vois le faire? Tu te vois le faire en mode putain, fais chier, je vais craquer ou truc. Comment tu deals avec toi-même quand t'es comme ça? Je pense qu'en fait, il y a eu un moment où je le notais pas dans le Fatigue Crête et là, je me sentais vraiment comme une merde. Mais après au final, j'ai toujours fini par le renoter, même si c'était 3 jours plus tard. Mais au début, il y a eu ce truc et en fait, il y a un moment où j'ai eu le déclic de me dire, bah en fait, tu notes. Et au pire, c'est un constat, c'est toujours cette volonté d'avoir des données et d'avoir des valeurs. Même pour toi, ça te permettait de prendre des décisions. Bah oui. Même pour moi, ça il faut toujours avoir une relation de confiance. Je pense que la confiance, c'est hyper important. Surtout que la donnée, elle est vraiment neutre. Il n'y a pas de jugement, en fait. OK, il y a eu plus de calories. Au moins, on comprend parce que tu vois, imagine qu'on n'a pas cette donnée, tu vois. Tu vas te dire, mince, le métabolisme, pourquoi ça bouge? Pourquoi tu perds pas de poids? Qu'est-ce qui se passe? Et tu as l'impression qu'en fait, que c'est bloqué. Alors que c'est juste que. J'ai juste tapé des cookies, tout va bien. Mais non, j'ai pas craqué, promis. Je me vois le faire. En fait, il y a ce truc de petit peu par petit peu chez moi. C'est-à-dire que je me dis, bah, un petit peu, ça va. Au pire, je les mettrai pas ce soir, tu vois. Et du coup, tu le fais une fois, tu le fais 2 fois. Et en fait, à un moment, c'est trop tard. Mais je tapais, en plus, moi, ça, j'étais en prise de masse tout le temps. Perpétuel. Geoffrey, ouais, il n'a jamais patience. Mais du coup, par exemple, le saucisson, tu vois, tu prends une tranche, et puis un jour, je ferai qu'il n'y a plus de saucisson. Parce que ça fait une semaine. Il y a une petite souris qui passe par là. Ça fait une semaine que je m'en tape des petits bouts et tout. Donc, ouais, c'était toujours petit peu par petit peu, mais petit peu et je reviens. Et du coup, ça pouvait faire beaucoup. Moi, ce qui a toujours été très important et un engagement que j'avais pris avec moi-même, c'était vraiment toujours le noter. Il y a un moment où je ne l'ai pas fait et après, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, là, c'est malsain, même par rapport à toi-même, de ne pas le noter. Tu te sens pas bien. Tu te sens pas bien. Au moins, note-le et au pire, tu as fait de la merde et puis on assume et on trouvera des solutions. Mais... Et c'est pas grave, en fait, dans l'absolu. Oui, c'est ça, c'est pas grave. Faut pas se culpabiliser, c'est pire de ne pas le noter, en fait. Du coup, oui, je me vois le faire. Mais ça, c'est vraiment pas... Il y avait un moment où j'avais mis encore moins sous contrôle pendant les cours où j'étais vraiment pas bien, où je faisais genre si t'as envie de manger de la merde, d'abord tu bois de l'eau. Un peu ta technique du si, quand, alors. Ou si j'ai envie de manger de la merde, alors je commence par boire un verre d'eau, respirer un bon coup et puis on verra si j'ai toujours envie. Et si en vrai c'est bien ou pas. Mais, ok. Et tu as eu des moments un peu difficiles dans ta prépa ou finalement ça s'est bien passé? Ouais, globalement, ça s'est très bien passé. Et moi, j'aime du coup optimiser les choses, comme tu as dit, productivité, etc. Ou même juste, j'aime bien chercher, j'aime bien tester, voir. Ok, on va essayer de ne pas manger avant 15h. Ok, ça marche pas du tout, on arrête. J'ai toujours bien aimé faire ça, donc ça m'a jamais trop posé de problème. Surtout que tu as réussi à rectifier le tir. C'est-à-dire quand tu vois quelque chose ne marche pas,
tu changes. Et ça, c'est intelligent en vrai. Mais aussi parce que j'ai les données du coup. Moi, j'ai mon calendrier, vraiment, c'est ma vie. C'est-à-dire que je peux retrouver ce que j'ai fait il y a un an parce que, exactement à cette heure-là ou quoi, parce que je le note toujours. C'est un engagement avec moi-même. Du coup, si je me mets que je vais à la salle à telle heure, en général, je le fais. Sur la fin de la prépa, il y a eu des moments où on sentait que le pouvoir décisionnel était quand même moins là. Et t'essayes, des fois, tu t'essayes de te faire confiance, mais en fait, non, il faut juste stick to the plan et on arrête de faire de la merde. On est plus lucide. Il y a des moments où on dirait, c'est pas possible, il faut juste faire les choses qui sont écrites. Et du coup, le fait d'avoir ce plan-là, moi, ça m'a vachement aidé, de beaucoup renouveler. En fait, je pense que j'ai toujours réussi à trouver un peu les solutions et j'ai toujours été accompagnée là-dessus. En fait, il faut vraiment en parler aussi, Ouais, je pense. Ouais. de verbaliser, ou le journalling aussi, j'en fais pas mal, de pouvoir Surtout noter. qu'au final, c'est dans l'absolu, en fait, c'est toi qui as pris l'ensemble des décisions. C'est-à-dire que moi, j'ai agi en tant que guide, c'est-à-dire que je t'ai guidé. Tu mais au donnais final, les infos aussi, oui, ça c'est... le pourquoi tu fais ce que tu fais, comment ça va se passer et tout. Ce qui est optimal ou ce qui l'est pas, mais ce qui n'est pas grave de ne pas être optimal à ce moment-là. Ouais. Puis il y a un moment, je t'ai demandé le niveau du nombre de seuils de leucine. Tu m'as dit, le mieux ce serait d'en avoir 3, mais on va pas se forcer non plus à en avoir 3 si on n'y arrive pas, quoi. Donc, Parce qu'il faut vraiment penser à la longévité, c'est-à-dire que c'est pas en faisant le truc parfait que ça va tout changer sur toute une prépa ou quoi. C'est comment faire pour que tu prennes le plus de plaisir, que tu craques pas en plein parcours et que tu te dises au final je suis qu'une merde, j'y arriverai jamais, parce que quand tu commences à rentrer dans un truc comme ça, c'est dur de s'en sortir. C'est Marine qui avait demandé des sacrifices et Stella qui avait demandé un peu concrètement au jour le jour. Ouais. Bon, après, on a parlé pas mal des points, le meal prep, du coup, pour pas laisser de place à l'imprévu. Moi, je le faisais beaucoup, surtout sur les protéines. Parce qu'en vrai, c'est facile de rentrer dans des calories, c'est moins facile de rentrer dans des calories en faisant tes protes. Oui, tu peux manger de la merde et atteindre un total de calories. Voilà, c'était plutôt par rapport aux et même protes. l'apport en lipides, en vrai, genre qu'il faut pas négliger. Moi, je faisais souvent de la merde là-dessus. Enfin, il y a eu des moments où Jérémy me disait, mange plus de lipides en fait. Oui, dans ce sens-là. T'as ressenti les bénéfices de manger plus de lipides? La satiété. Vraiment, c'était un truc de dingue. Moi, je m'étais dit, pour la satiété, je vais monter le volume à fond. Genre, je mangeais des trucs de salade et tout, je mangeais des énormes bols, je mangeais en plusieurs étapes aussi, pour vraiment avoir des espèces de temps de pause. Je buvais de l'eau. Pour conscientiser. Et conscientiser aussi. Et en fait, il y a eu une fois, je me rappelle, j'ai mis plus d'avocat dans mon plat parce que j'avais les cales et puis parce que il fallait le finir, je déteste jeter. Et en fait, j'ai vraiment senti cette satiété du lipide. Ouais. C'est fou. Mais, et souvent, tu as la peur de le dire, putain merde, ça me coûte trop, parce que 1 gramme de lipides, c'est 9 calories, 1 gramme de glucides et de protes, c'est 4 calories. Donc tu dis, merde, je vais mettre un truc dans mon assiette, ça me coûte 2 fois le prix. Et tu as peur d'avoir faim. J'avais posé la question et c'est ce côté, c'est plus long à assimiler, du coup la satiété reste plus longtemps alors que les fibres, ça va direct. C'est ça, et puis la satiété, c'est même plus complexe parce qu'il y a la texture, il y a les nutriments que tu vas avoir, tu vois, genre la digestibilité ou pas du truc, enfin, c'est pas que du volume, quoi, c'est pas que ce qui se passe dans l'estomac. Et du coup, ça c'était lipides, souvent sous-estimés, je les ai laissés de côté, moi je faisais gaffe aux protes et aux calories. Bon, il s'avère que c'était intéressant. Les fibres aussi, je faisais gaffe. Prep, être exact sur les données, poids, mensuration, photo, tout ça. Le posing, le sport, le cardio, les boissons zéro. Les boissons zéro. Il faut savoir que Camille est tombée dans les Monsters quand on s'est rencontrés à La Réunion. On s'est arrêté un jour dans une station essence. J'ai pas aimé, le pire c'est que ce jour-là, j'ai pas aimé. C'est abusé. Quand on s'est dit, Camille, viens, on va te faire goûter un truc. Nous, on adorait les Monsters à l'époque, c'était quand je buvais encore. Là, on te fait goûter ça, c'est bof. Ouais, ce jour-là, c'était bof. Et puis, il y a eu cette fois où on avait une salle avec Geoffrey qui était ultra loin. Et du coup, sur la route, on prenait une Monster. En été? Ouais, c'était en plein été. Il y avait une station essence, il y avait des Monster fraîches. On prenait notre boisson. On avait 20 minutes de marche en plein soleil le long de la route. C'était horrible. Du coup, c'était la petite Monster qui réconfort quand même. Et c'est comme ça qu'on associe finalement un truc. Parce que tu dis, ça me rappelle un événement ou ça me rappelle un soulagement à un moment donné. Et tu dis, finalement, c'est trop bien. Et c'était ma mise au travail à la fin de la prépa. Du coup, au début, je m'étais dit, allez, 1 par semaine. Et vraiment, à la fin, j'étais à 1 par jour. Et en fait, c'était ma mise au travail. Dans ma routine de mise au travail, j'allais chercher ma Monster fraîche et tout. Je faisais mes pas en buvant ma Monster et ça me rentrait. Et en fait, je me suis rendu compte que ça marchait aussi avec de l'eau, ça marchait aussi avec n'importe quoi. Il fallait juste que j'ai un truc à boire. Tout était agréable. Tout était sweet. Bon, du coup, les boissons zéro, même sans parler des Monsters, ça me faisait la touche sucrée en fait à la fin du repas. Dans les jours où je pouvais pas manger de dessert, c'était la boisson zéro et ça évitait d'avoir la frustration. C'est vrai qu'un sirop 0 calories ou un Coca zéro, c'est gratuit. C'est gratuit. Mais après, au niveau des sacrifices, je pense que le truc, ça va être le bien-être global. En termes de charge mentale, en termes de stress, de fatigue, de gestion des émotions, parce que du coup, forcément avec la sèche, on gère moins bien tout ça. Et en fait, il y a cette charge mentale. Tu veux dire que tu étais irritable? On va pas te fatiguer un peu en vrai. Mais même au niveau de l'énergie, on a moins d'énergie. Les prendre des décisions, c'était horrible. Je voulais faire des choses, mais je voulais pas choisir quelque chose. Ouais. Voilà, la prise de décision est là, du coup, c'est super important.
important d'avoir un plan et d'avoir des trucs structurés. Et là, c'est quand on parle d'un certain pourcentage de masse grasse, c'est-à-dire que c'est pas quand on... Ah oui, ça c'était... à C'est la dès fin, qu'on fin, commence c'est à grosse, descendre. ouais. Ouais, voilà, ça, tes derniers mois de prépa, c'est le plus compliqué parce que tu es vraiment très sèche et on se prépare pour une compétition. C'est ça. Donc généralement, c'est pas trop ce que les gens vivent, sauf quand on devient très sec. Et c'est là qu'on se rend compte, en fait, à quel point le corps est aussi bien fait parce que lui, il se dit, ben non, là, c'est pas normal d'être aussi bas. Donc on n'est plus là pour réfléchir, pour se reproduire ou quoi que ce soit. On n'a plus trop envie de grand-chose, en fait, en vrai. Non, mais et puis on a besoin que tout soit simple. Ouais. C'était ça en fait le truc. Et c'est pour ça aussi le meal prep c'était bien parce que ça me permettait, et je pense que ça peut aider même si on n'est pas en compète. Juste en fait tu prends 2 heures dans ta journée, enfin 2 heures d'une journée dans la semaine, tu planifies tout le reste de la semaine. Je fais ça même sur le reste de ma semaine en fait, mes tâches, etc. Et en fait ça permet vraiment d'avoir ce truc de derrière, tu suis juste le plan, tu fais confiance à la... Moi ce que je dis c'est que tu fais confiance à la toi qui a réfléchi le truc. Et en fait, il n'y a pas de raison qu'il y ait d'imprévu avant qu'il y ait un énorme imprévu un jour, truc super urgent ou un rendez-vous qu'on n'avait pas prévu et il faut décaler l'heure du repas, mais on est obligé de décaler l'heure parce qu'on mange. Et du coup, c'était pratique, on faisait tous les plats, on cuisinait et après, il n'y a plus qu'à réchauffer. En plus, c'est facile, il n'y a pas besoin de réfléchir sur ce qu'on mange. Donc ça a été un truc. Mais en termes de sacrifice, je pense que le plus gros sacrifice, ça a été les restaurants et les repas partagés qui ont été beaucoup plus compliqués à faire. Surtout en étant donc là en prise de masse, prise de masse, il mangeait plus de 2 fois plus que moi. Ouais, Geoffrey, mais bien sûr. Parce que moi j'étais à 1003, il était à 2008. Bas, il était super haut. Et en plus c'est quelqu'un qui n'aime pas manger. C'était très compliqué pour lui de manger et c'était impossible qu'on mange des repas. Geoffrey, il faut que tous les repas soient caloriques en fait, sinon il n'aime pas. Du coup on ne pouvait plus trop aller au restaurant. Dès qu'on allait dans la famille, c'était toujours compliqué. J'emmenais mes Tupperware en fait. Oui, à la fin de prépa, t'as pas le choix. C'est parce que sinon, du coup tous ces moments partagés, ce truc, il y a un truc comme autour du repas, surtout en France. Et du coup, on n'avait plus tout ça. Ça, c'est le sacrifice, mais pareil. Et tu le vivais comment, toi? Tu sens qu'il y a un truc qui manquait. Maintenant que je le retrouve, sur le coup, je ne l'ai pas senti. Et sur le coup, c'était le plus simple et c'était le mieux à faire. Oui. De ne pas manger la même chose, sachant que nous, on partageait quand même toujours les temps de repas. C'est-à-dire qu'on mangeait ensemble le soir, bien sûr. Toujours. Ouais, parce que c'est différent qu'on passe par un moment. Ça, on prenait quand même le temps. Mais c'est vrai que maintenant, de remanger des fois la même chose, je sens que c'était agréable et je sens que ça me manquait, mais après coup. Sur le coup, c'était le mieux et je savais que c'était la meilleure manière de faire en fait. Sinon, c'était trop compliqué pour moi de gérer. En fait, c'était même pas possible et c'était le compromis en fait de ça. Donc sur le coup, ça n'était pas déplaisant. Et s'il y avait cette liberté, je pouvais me faire plaisir avec des aliments bizarres, genre les konjac, je ferais jamais plus. Ou le sucré salé, moi j'adore le sucré salé, lui il n'aime pas du tout ça. Et après, en vrai, est-ce que le fait d'être plus sèche, tu t'es pas rendu compte que les aliments ont un goût totalement différent? Si, tout devient bon. Tout devient bon. Tout repas est agréable. Après, les konjac, j'en mange encore aujourd'hui. Donc en fait, il y a aussi juste des Après, tu commences à découvrir ça quand tu sais bien le cuisiner. Le konjac, c'est trop bon. Non, après, c'est vraiment des découvertes en fait. Ça, tu te mets à chercher des solutions. Tu trouves des découvertes. Les blancs d'œufs, j'ai découvert ça en prépa aussi. En fait, c'est vraiment incroyable comme plat. Des poissons, j'ai découvert des poissons, des saveurs que j'aime beaucoup. C'est vraiment des découvertes et des optimisations. Et aujourd'hui, je pense que le fait d'avoir fait cette prépa, ça me permet de ça. Enfin, pas forcément la prépa, juste la sèche, d'être obligé d'être allé là. Il y a un moment, j'arrivais quand même pas, je pense, tu te rappelles, à faire 120 prot, 100 grammes de prot avec 2500 calories, je n'y arrivais pas. Elle avait énormément de calories, en fait, elle n'arrivait pas à atteindre ses protes parce que les choix que tu faisais n'étaient pas optimisés. Et maintenant, en fin de prépa, je les faisais avec 1000 calories. Avec 1000 calories, j'avais toutes mes protes et du coup, j'avais... Et tu avais 300 calories de plaisir, quoi. De plaisir, de dessert, évidemment. Mais c'est juste ça, quand tu as compris que c'est vraiment une question de ratio, combien de calories, combien de protéines ça m'apporte, ça change tout, en fait. Je connaissais le ratio, du coup, en tant que végé, sur les protéines végétales, dans les magasins. Ça se modernise, du coup, ça se démocratise, donc il y en a plein. Et je connaissais le ratio que je devais avoir, du coup, je suis arrivée au magasin. Et tu validais le truc ou pas? Ça passe ou ça passe pas. Et du coup, j'en mangeais plein de différentes au final, mais du coup, toujours avec le bon ratio. Bon, l'énergie qui diminue, le temps que ça prend, évidemment, c'est aussi un sacrifice, un investissement plus qu'un sacrifice, je dirais. Tu t'entraînais combien de fois, combien de temps à peu près? 6 fois par semaine et si je procrastinais pas la moitié de mes séries, parce que dans ces cas-là, évidemment, ça prend plus longtemps, mes séances, je pouvais les faire en 40 minutes au final. Après, tu rajoutes les 2 heures de marche, mais je travaillais en même temps, donc finalement, je ne le sens pas. Et le posing, un quart d'heure. Et une fois par mois, du coup, avec Maëlle, on avait l'appel de posing d'1 heure. Donc en fait, oui, ça rentre très bien. Après, moi, j'ai la chance de faire mon emploi du temps. Donc, je vais à la salle, j'ai changé mon heure de salle. Des fois, j'y allais le matin, des fois, j'y allais le soir. J'ai pas du tout aimé. Du coup, j'y vais plutôt en milieu de journée. Maintenant, c'est ce qu'on fait. Mais ça, c'est vrai que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir s'entraîner à 14h et faire une pause dans sa journée comme ça. Donc ça, c'est sûr que c'est aussi une chance, je pense, de pouvoir moduler son emploi du temps comme ça. Genre, quand tu es montée sur scène, qu'est-ce que tu as ressenti? Alors,
Beaucoup de stress. Qu'est-ce que ça t'a apporté cette compète? Que ce soit sur le plan personnel, tu vois, genre physique, psychique, genre qu'est-ce que tu as... Psychique. Et alors physique, bon bah le physique était incroyable, hein, sauf la scapula. Les scapulas, il y en a 2. Il lui manque du dos encore, on va construire son dos cette année. Et du coup, sur le plan physique, c'est le fait de se mettre une deadline en fait, un peu une hard deadline, c'est-à-dire tu dois être prête à ce jour J ou c'est mort. Du coup, ça c'était très intéressant pour aider au final à la motivation là-dessus. Ouais, tes prises de décision ouais. et... Ça, en fait, tu te dis, si je foire... Enfin, je veux dire, sur le dernier mois, c'était en mode, bah, tu peux pas craquer là, parce que sinon tu peux risquer de niquer. Oui, de qu'est-ce que ça va impacter. Quel est l'impact? Je veux dire, oui, que ce jour-là, je bouffe le cookie et ok. Qu'est-ce qui se passe? En vrai, ça serait quoi si je ne mangeais pas, tu vois? En plus, on a eu ce mécanisme de perte de poids, c'est encore autre chose, mais du coup, ça a été ce truc de mettre des objectifs pour atteindre un corps, un physique à un moment donné, même si on s'entend, si le niveau de sèche était attendu, la masse musculaire, on ne pouvait pas trop changer grand-chose au dernier moment, donc c'est juste maintenir au final. Ça, physiquement, voilà, c'était juste se retrouver dans un corps qu'on aime beaucoup. Et après, psychologiquement, je dirais que c'était moi ce que j'attendais énormément et ce que j'ai eu, c'était de voir comment j'allais réagir sur scène en fait, sous toute cette pression. C'est pas des trucs que tu peux vivre souvent. Du théâtre, j'ai fait des compétitions de volley ou des choses comme ça, mais c'est pas pareil parce que là, c'était vraiment que moi et moi-même. Enfin, c'est toi et toi-même et tu te retrouves en bikini sur une scène devant des gens que tu connais pas, quoi, en vrai. Mais ça, c'est tout le processus. Au début, je ne voyais pas, j'étais mal à l'aise d'être en bikini, j'étais mal à l'aise même dans les... Faire le posing au début à la salle, je n'osais pas faire mon posing avec les chaussures. Je faisais mon posing, genre limite je mettais un t-shirt et je cachais le truc. Et en fait, ça, tout le processus, c'est devenu naturel. Et c'est vrai que ça, le jour J sur scène, au final, c'était presque facile, tu vois. J'avais pas de pudeur, j'avais plus cette pudeur parce que je pense que le process était enfin, je l'avais fait. T'avais pris cette habitude, en fait, ouais. C'est ça. Je l'avais fait à la salle. Alors à la salle, j'ai quand même pas sorti le bikini, mais je faisais avec les talons. Et devant Maëlle, j'ai été souvent en bikini. Donc il y a eu ce truc de se mettre... c'est devenu une habitude. En fait, et puis tout le monde est comme ça dans l'absolu, sur scène. Tout le monde est comme ça dans l'absolu. C'est vrai que tout le monde est... Sauf les juges. Eux, ils sont bien habillés. Yes. Du coup, ça, c'était devenu facile. Mais par contre, ce que je savais pas, c'était OK, tout ce posing, etc. Qu'est-ce que ça allait donner sur scène? Comment j'allais gérer la pression? À quel point j'allais être lucide, etc. Et j'avais vraiment envie de me tester dans cet énorme... Genre, il y a un moment, t'as 5 minutes pour montrer 1 an de prépa. Ouais, c'est horrible. Ouais. C'est ça, et puis c'est 1 an de prépa et ça engage pas que moi parce qu'au final c'est aussi toi, ton travail, c'est aussi le travail de Maëlle. La fille qui a fait le bikini, elle est incroyable, et la fille qui a fait le maquillage, c'est pareil. Mais au final, c'est plus, ils ont moins été impliqués que vous deux. Et en fait, c'est vraiment, t'as l'impression de porter pendant 5 minutes, tu dois montrer le travail de 3 personnes, donc toi plus les 2 coachs. Une année, c'est énorme. Mais c'était, je dis pas Mel aussi d'ailleurs sur la fin. Ah ouais, il y avait tellement de choses à montrer en fait. C'est-à-dire on veut montrer tout ce travail qu'on a fait, on veut briller quoi. Bien sûr. Et psychologiquement, ça a été vraiment satisfaisant de voir comment j'ai géré ça en fait, tu vois. Et les résultats sont cool aussi. Et quand tu t'es vu en photo, genre tu t'imaginais un jour faire ça? Non, ça me paraît totalement aux antipodes. Ah ouais, franchement, je suis quand même... Normalement, je suis quand même pudique sur le corps. Alors là, ça, le sport, ça m'a beaucoup décomplexé ça en vrai, la pudeur sur le corps. Quand je pense que quand t'aimes ton corps, c'est plus simple aussi de le montrer. C'est vrai. Mine de rien. Dire, en maillot de bain, super gêné. C'est vrai. Moins. Et maintenant, tu te sens mieux? Ouais, maintenant, je me sens mieux. En même temps, le maillot de bain est toujours plus couvrant que le bikini, donc... Oui, c'est clair. Mais quand on voit les photos et tout, en fait, il y avait une perte de lucidité aussi à ce moment-là sur le physique. À ce moment-là, mon physique, je le trouvais trop gras. Ouais. Con, hein, l'humain sera jamais satisfait. Après, c'est normal, c'est que tu te rends pas compte en fait. Tu psychotes, vraiment, tu dis mince, j'ai encore trop de gras, j'ai pas assez de muscles, j'ai des trucs. Et au final, tu as fini quand même 3e en vrai. C'est pas mal. C'est ça, dernière des premières. T'imagines ce que tu as réussi à faire en vrai quoi. Genre tu te lances en musculation, tu as fait un travail sur toi, mais psychique avant tout quoi. C'est-à-dire sur ton estime de toi, ta confiance en toi, tu as réussi à intellectualiser ce que tu manges, tu as acquis énormément de skills. Et en fait, au-delà de la médaille que tu décroches, finalement, c'est quelque chose pour le reste de ta vie, c'est-à-dire que... Clairement, c'est des apprentissages sur moi-même, mais aussi sur l'alimentation. Je pense qu'aujourd'hui, je sais encore mieux m'alimenter qu'avant, parce que j'ai été obligée, il y a eu ce moment où on a été bas. Alors après, j'avoue que des fois, j'allais dans la tribu, je voyais des recettes de filles, j'étais là, mais mon Dieu, elles ont si peu et pourtant elles arrivent à faire des trucs si optimisés. Ouais, parce qu'elles arrivent à gérer. Ouais. Et en fait, c'est vraiment un apprentissage et c'est une expérience super sympa à faire. Et c'est un truc du quotidien, je veux dire, on mange tous les jours
au final. On est d'accord. Et donc apprendre à le faire, c'est vraiment très intéressant. Alors qu'on peut faire des choix hyper cohérents, malheureusement à l'école on n'apprend pas ça. Et même au restaurant et tout, aujourd'hui, hier j'ai pris sur le côté, j'ai pris une omelette du coup avec des épinards pour rajouter du volume et des protes. On est d'accord. En même temps, je te dis ça, il y a 2 jours j'ai pris des frites, c'était pas le même choix quoi. Mais... Bah ça reste un choix dans tous les cas et tu sais que tu peux manger des frites et que c'est pas ça qui fait que t'as pas cette identité, tu vois. Et en même temps, ce jour-là, j'avais atteint mes protes avant, tu vois, donc j'avais mis en place les choses pour arriver à ce soir-là, pouvoir manger un dessert et des frites dans la journée. Et je pense que c'est ça pour moi le plus important, c'est de comprendre que le fitness, c'est pas un truc dur et hardcore. On a toujours ce milieu-là, et je pense que c'est comme dans n'importe quel sport ou quoi, où il y a le côté toujours extrême de la chose, alors qu'en fait, tu peux aller en compétition, tu peux clairement faire un putain de classement, construire un corps de fou en si peu de temps, mais sans faire un truc radical. Mais c'est juste que tu te concentres sur l'essentiel, en fait. Les gens qui font des fixes diètes, enfin pas flexibles, c'est Diète strict, diète classique, quoi, tu vois. Je pense que c'est juste des personnes qui veulent encore plus s'épargner le pouvoir décisionnel. Ouais. En fait, en vrai, de vrai, surtout avec des ressources comme le site qu'on a, où il y a toutes ces recettes du sucré, des salés, des sucrés salés, optimisés en prot, ou avec des pistes aussi pour les optimiser. En fait, on peut vraiment se faire kiffer. Et si tu veux manger quelque chose de différent tous les jours, tu peux le faire. On est d'accord. C'est juste une question d'après, voilà, de cette énergie qu'on n'arrive pas à gérer et qu'on n'a plus à ce moment-là, qui fait qu'on décide de manger tout le temps la même chose. Mais en vrai, il n'y a rien qui t'y oblige. Et ça, c'est vraiment une idée reçue que j'avais. Moi, je voyais toujours les athlètes manger haricots verts Colin, tu sais, jusqu'à la fin, que ça, matin et soir. En fait, t'as pas besoin. Et même pendant la dernière semaine de Peak Week, en vrai, on s'est fait kiffer. Hein. On a mangé des trucs improbables. C'est clair. Et du coup, aujourd'hui, tu n'as plus peur de te bodybuilder genre, Non, déjà parce que mes objectifs physiques ont changé. J'ai aussi envie d'être plus musclée, tu vois. Mais j'ai pas non plus envie d'être bodybuildée, genre les cuisses des well figure. Mais je sais que ça peut pas arriver si je le veux pas en fait, tu vois. Bien sûr. C'est sûr que non, c'est sûr que ça va pas se faire tout seul, quoi. Et je sais que c'est une question d'équilibre aussi du haut et du bas. Donc t'as pas peur de muscler le haut de ton corps? Pas du tout, bah non, parce qu'en fait ça va vraiment servir l'harmonie générale. Et avoir le dos plus large, toi tu me l'as dit, et les juges me l'ont redit sur place à la compétition, travailler les épaules, le dos, ça va permettre d'affiner la taille, visuellement parlant. Visuellement parlant, parce que c'est toujours... On ne peut pas vraiment affiner la taille, donc il faut gonfler ce qu'il y a autour. J'ai confiance aussi, c'est toi qui as fait mon entraînement, je sais que tu vas pas faire un truc improbable. Puis ça se fait pas du jour au lendemain, le muscle. Ça se fait pas du jour au lendemain, genre il faut bien équilibrer. C'est pour ça qu'il y avait des choix à faire. Déjà, quand on a pris ton physique de base, c'était de déjà te construire une ligne bikini, c'est-à-dire te laisser le ventre le plus plat possible, marquer la taille, développer tes épaules, là où on a quand même beaucoup travaillé, et tes quadriceps, tes fessiers. C'était vraiment genre remonter tes fessiers et travailler le moyen fessier pour... Il fallait que ce soit équilibré. Et au final, c'est ce qu'on a réussi à faire. Maintenant, construire de la masse musculaire, ça demande du temps. Et en fait, il faut se dire qu'on construit une ligne et après, on améliore la ligne. Et c'est ce qu'on fait généralement au fil des ans, au fur et à mesure. C'est comme se construire soi-même psychologiquement, être bien dans sa peau et tout ça. Le physique, c'est un travail de toute une vie. Demain, on arrête de faire du sport. Toi comme moi, on va perdre beaucoup. Bien sûr, c'est normal. Donc, c'est un truc à vie et on construira notre physique tout le temps. Et on peut avoir des objectifs qui changent, des manières qui changent. C'est cool. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais transmettre à une championne qui te voit ici, genre à toi d'avant? Genre tu te regardes là et tu te dis, qu'est-ce que j'aimerais me dire? D'y aller, en vrai, il n'y a que la volonté qui va vraiment faire les choses et il faut trouver les moyens, il faut se donner les moyens de faire les choses. En vrai, c'est qu'une question de choix en fait, donc si tu veux faire certaines choses plutôt que d'autres, tu peux pas tout faire dans la vie et il faut choisir qu'est-ce qui est le plus important et c'est pas grave si le plus important c'est pas forcément par exemple la nutrition, de se dire il y a des choses qui vont passer avant aujourd'hui, mais il faut savoir par rapport à ses objectifs et il faut juste être honnête avec soi-même. Ça. Tout le monde peut. Je pense que des choses comme ça, franchement, si tout le monde se donne les moyens, tout le monde peut le faire. C'est possible. Peu importe d'où on vient. Tu déchires. Bravo Camille. Merci à toi, on m'a accompagné là-dessus. Hein. Eh oui, work in progress. Accompagné aussi. On continue l'année prochaine. Mel, c'est toi qu'on va nous nourrir. Attends, t'en as tellement qui vont te faire nourrir là. De ouf. Donc tu vas aller au bout de tes rêves et tu continues comme ça. Yes. C'est bien Camille. Donc championne, j'espère de tout cœur que ce contenu t'aura apporté de la valeur. Merci Camille d'avoir été présente et d'avoir répondu à toutes ces questions. Vraiment, c'est trop cool. Et toi aussi, c'est possible. Si tu veux en savoir plus à propos de ce que je fais, je pense que la meilleure façon, c'est de suivre mon guide de la transformation physique, donc en lien dans la description. Tu auras 5 jours pour comprendre les 5 piliers fondamentaux de la transformation physique et surtout comprendre que ce n'est pas en mangeant des choses fades et dégueulasses qu'on va transformer son corps. Ce n'est pas en faisant des exercices bizarres avec des angles bizarres qu'on va construire une silhouette harmonieuse. Tu peux avoir le même physique que Camille avec du temps, de la pratique et surtout en changeant d'état d'esprit. Donc, à bientôt.